Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Je suis Ciné Touga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité qui, on peut le dire, est l'un des benjamins de l'Asta Ciné FR. Il ne s'agit nul autre que de Django Unchained. Comment il va ? Bah écoute, ça va super, je viens de sortir du lycée, donc je suis content d'être en week-end en fait, vu qu'on tourne ça le vendredi. Eh ben voilà, parfait. Bon week-end bien sûr, hein, voilà, ça fait toujours du bien. Voilà, après cette bonne semaine de cours, de rentrée et de faire un podcast Voilà. avec moi, c'est quand même pas si mal. Mais ça va pas changer de ouf, je suis sorti de philosophie, là je vais encore philosopher avec toi, donc tu vois. Ah, et j'espère juste être un peu plus cool que ton prof de philo quand même. Hein. C'est quand même mieux. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je disais que t'étais un peu le benjamin de l'Asta Ciné FR. Voilà, quand même, t'es toujours au lycée. Mais bon, vous savez, il n'y a pas d'âge hein, pour la passion du cinéma. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, mais d'ailleurs, présente-toi pour ceux et celles qui te connaîtraient pas. Bah du coup j'ai un compte Instagram en fait, c'est comme ça que tu m'as connu, qu'on s'est connu, je sais pas qui s'est follow entre nous deux, mais Je sais pas, voilà. je me souviens même plus. Mais je pense que c'est plutôt moi qui t'ai connu et un peu par ensuite. Il y a moyen, en tout cas ça fait un petit bout de temps que je te suis, donc c'est cool, ça faisait longtemps qu'on devait faire ça. Sinon mon compte Instagram, je parle un peu de tout et de rien, j'ai une filmographie qui qui est encore en développement, vu que je suis jeune, j'ai 17 ans en fait, et du coup j'essaye de faire des retours sur les films que je vois, ou faire des listes, c'est surtout des posts sympas, j'essaie de pas trop me prendre la tête à écrire, faire des critiques, c'est plus des choses visuelles, comme des listes. Bah, de base en fait j'avais une ancienne DA où c'était vraiment des trucs pas très travaillés avec des top 3 de films d'acteurs précis ou des choses comme ça. Et maintenant, j'essaie de faire des posts un peu plus insolites avec des concepts, des choses comme ça. Parfois, il y a même des jeux. Et maintenant, là, je vais essayer un nouveau truc parce que ça me prend quand même vachement de temps et jongler entre ça et les cours. Bon, après, toi, tu jongles entre le travail et l'Instagram, donc Voilà, c'est pas non plus facile. c'est à peu près le même truc, mais bon, Voilà. sur différentes C'est à échelles. peu près le même truc. Mais les cours, il y a la pression, on va dire. Non, mais voilà, j'essaye de faire des posts un peu plus simples en ce moment, des petits trucs qui me prennent genre une demi-heure pour parler de films que j'ai kiffé. Genre là, j'ai parlé de Her que j'avais vu récemment. Et voilà quoi. Ok, bah très bien. Déjà, Heure, très bon film, donc c'est bien. Très bon film, c'est validé. C'est Parce que validé. je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je prends pas trop de risques. Voilà, je pense que ceux qui écoutent diront aussi la même chose. Hein. Heure, c'est un excellent film. Mais tiens, en parlant de film, moi je veux savoir là tout de suite, quel est ton film préféré ? Alors le film dont je vais parler ce soir, c'est Mandy, donc qui a été fait par Panos Cosmatos en 2013. En C'est un 2018 même. Eh oui. Ça, alors non, c'est pas 2013, c'est 2018. Eh oui. Donc Et voilà. Il est bien. J'ai oublié 2 barres, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais C'est- c'est un choix plutôt surprenant. En fait, pour désacraliser le truc, j'avais fait, pour ceux qui me suivent, un top de mes 100 films préférés pour changer de DA, justement, pour démarrer là-dessus. Et donc, j'avais fait un classement vraiment numéroté avec précisément. Et dedans, mon film préféré, c'était Django. Donc, je vais désacraliser le truc maintenant. En soi, j'ai pas vraiment de film préféré dans le sens où c'est vraiment dur pour moi d'en avoir d'en choisir un comme ça. Donc en fait, genre mes 5 premiers dans le top, c'est à peu près tous mes films préférés, on va dire. Et Django encore plus, parce que c'est mon pseudo, du coup je me devais de le mettre en premier un peu, mais c'est vrai que j'ai découvert au tout début de ma filmographie, et depuis, bon, je sais pas si c'est encore mon film préféré. Après, c'est un film que j'adore, et je dirais un peu toujours, genre, c'est mon film préféré aux gens que je connais pas trop. Mais j'y réfléchis, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. C'est ton mood du moment. Mandy, c'est un peu ton mood du moment. Pour l'instant, voilà, c'est ton film préféré, c'est plus Mandy sur le mood du moment. Ça arrive, hein, tu sais, voilà, de temps en temps, tu peux changer de mood. Bon, moi, non. Moi, je change jamais de mood. J'ai toujours mon film préféré, il bougera jamais, mais ça peut dépendre des fois des personnes qui ont plusieurs films préférés, qui, en fonction du mood qu'ils peuvent avoir. Ouais, total. Voilà. Bon, Mandy, quand même, c'est un peu différent de Django, quand même. Carrément. Puis c'est vrai qu'il y avait cette envie aussi de aujourd'hui mettre en avant un film un peu moins connu. Django, je sais pas si t'as déjà eu quelqu'un qui en a parlé sur ton truc. Non, pas encore. Hein, non, personne n'a encore parlé ça aurait été de film de l'occasion, Tarantino. carrément de Tarantino. Ah non, pas encore. Enfin, de tous ceux que j'ai eus et même de ceux que j'aurais
j'aurais après. Pour l'instant, je n'ai eu aucun de Tarantino, donc voilà. Ouais. Ça aurait pu être une bonne porte d'entrée. De toute façon, Django est un excellent Aïe, Tarantino, aïe, mais aïe. voilà. Je serais réinvité si mon mood y change dans 2-3 ans, tu vois, et que je te dis c'est Django. Peut-être je suis le premier à aller 2 fois s'il marche bien le podcast. Oh bah pourquoi pas. Alors après aussi, il y a d'autres personnes que j'aimerais bien avoir d'autres fois, mais j'en dis pas plus. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu Love My Cinema qui a déjà participé théoriquement à 2 épisodes déjà du podcast, mais bon, lui il s'est un petit peu rajouté avec leur série, mais bon bref, je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais voilà, mais c'est vrai que ce serait sympa voilà, de revoir un peu des gens, donc peut-être toi aussi bien sûr, pourquoi pas parler de Django, parce que en 2-3 ans, les choses peuvent changer aussi dans les films Totalement. préférés. Voilà, c'est encore plus toi, vu que t'es encore jeune, donc t'as Ouais, de énormément ouf. de choses à apprendre, à voir. Donc ça risque d'être intéressant de parler. Peut-être que dans 2-3 ans, tu vas nous parler d'un tout autre film qui t'aura bouleversé. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir un petit peu ce fil conducteur-là. Je vais venir décrasser ton podcast un peu là avec la jeunesse. C'est bien de faire tourner. Voilà, c'est ça. Tu vas venir 2-3 ans, tu vas l'huiler un petit peu, tu vas dire voilà, hop, on met une petite mise à jour. Et puis voilà, mon film préféré maintenant c'est celui-là, plus que lui, voilà. Donc tu nous donneras 2-3 petites mises à jour. Je prends note en tout cas. Hein. Je prends note, ça va être assez cool. Mais bon, on va revenir un petit peu sur Mandy, bien sûr. Et je vais faire un petit résumé, bien sûr, du film rapidement, bien sûr. Mandy, comme tu l'as si bien dit, réalisé par Panos Cosmatos, est sorti en 2018, et oui, pas 2013, c'est un peu plus récent que ça, et nous raconte l'histoire de Red Miller et de Mandy Bloom, un couple qui mène une existence aimante et paisible. Mais lorsque leur paradis est sauvagement détruit par un culte dirigé par un sadique du nom de Jeremiah Sand. Et notre cher ami Red est donc catapulté dans une aventure remplie de vengeance, de meurtre et de sang. Voilà, on va pas trop en dire sur le reste du film, parce que c'est un film quand même qui est très particulier. Sans rentrer Clairement. dans les détails, c'est quand même un film très particulier et très singulier. Mais bon, voilà, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est pourquoi ce film est ton film préféré ? Alors, j'ai une histoire un peu particulière là-dessus. Il y a eu des tas de trucs qui. En fait, si j'ai pas été directement attiré par le film, je l'ai vu 2 fois. Et c'est vraiment vers le deuxième visionnage que je me suis dit, ok, ce film est incroyable et tout. Et c'est un peu le mood qu'il y a eu et toute l'histoire derrière. Parce que la première fois, en fait, je l'avais vu avec mon beau-père. J'étais sale mood, genre envie de rien voir et tout. Il me dit, viens, on regarde ça. Faut savoir que genre le seul argument c'était il y a Nicolas Cage dedans et que moi je suis un servant toute ma famille déteste Nicolas Cage et je suis le seul défenseur dans la famille. Je suis genre j'adore ce type en gros. Du coup il me dit il y a Nicolas Cage dedans, on regarde ça et tout. Et j'étais un peu fatigué. C'est vrai que c'est un film particulièrement lent et qu'il faut bien suivre et regarder quoi parce que tu peux vite tomber dans un ennui potentiellement parce que c'est un film contemplatif. Et du coup c'est un peu le premier visionnage que j'ai eu en fait parce que ça m'a pas plus marqué que ça. Enfin j'ai vraiment kiffé, surtout la bande son. On y reviendra plus tard. Ah ouais, ça, on va y reparler. Ça c'est un point que j'ai hâte de parler de ça, de la bande son. Ça, ouais, carrément, elle est assez géniale. Mais ouais, donc premier truc, pas vraiment marquant. Et du coup, quand même, j'ai bien aimé, hein, franchement, j'ai bien aimé, mais c'était pas du tout loin d'être mon film préféré. Et donc, c'est un peu devenu le running gag ensuite parce que mon père vraiment déteste Nicolas Cage, lui, pour le coup. Et j'étais genre, ouais, faut trop que je te montre Mandy, il est génial et tout. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que Nicolas Cage, il y a le vieux Nicolas Cage qui a fait des films très bien, mais il y a eu cette petite période où il a fait des films, bon, après chacun son avis, mais qui sont moins bien notés en tout cas, qui ont films moins un bonne peu des films un peu série B, ouais, en quelque sorte. série B, c'est ça, Il devait complètement rembourser ses dettes. Hein. Il avait des dettes folles ouais, à c'est ça, cette période-là. Ouais, il a remboursé, du coup, justement, il peut rechoisir ses films. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Et du coup, lui, mon père, il connaît que le Nicolas Cage un peu flopper, qui fait des films de série B avec ses dents refaites. Il déteste ses dents, je sais pas pourquoi il fait une fixette là-dessus. Et du coup, c'est devenu. Ouais, moi, ça passe de ouf. Mais du coup, c'est devenu le running gag. Ouais, viens, on regarde Mandy et tout. Et lui, il me disait, bah non, j'aime pas Nicolas Cage, c'est le moins bon acteur avec Keanu Reeves. Et du coup, il y avait ce truc machin où je voulais le voir avec lui et tout. Et donc, il y a ce fameux soir où on a fini par le voir enfin.
Et bon, spoiler alert, lui, il a pas du tout kiffé. Enfin, il a pas kiffé de ouf. Aïe, aïe, aïe. Genre, non, il s'est presque endormi devant, mais ça l'a pas touché. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, ah, mais putain, ok, c'était un bon film. Mais en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ouf. Je pense que c'est très personnel, parce que c'est un film très spécial aussi. Du coup, faut vraiment avoir le mood et l'ambiance. Enfin, c'est un film qu'il faut revisionner aussi potentiellement. Toi, tu l'as vu 2 fois, du coup, peut-être. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai que j'avais vu il y a 5 ans le film, en 2019, je l'avais bien aimé, et bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce nouveau visionnage m'a fait prendre conscience de pas mal de choses qui sont quand même vachement cool dans le film quand même. Ah, c'est chouette. Ouais. Ok. Bon bah tu vois, on a un peu le même rapport, même si je pense que tu l'aimes un peu moins que moi quand même. Mais après, tu vas y Ouais. revenir sur comment t'as aimé le film. Oui, Peut-être tu vas en parler maintenant ou non, après. non, on va y revenir juste après. Je vais quand Ok. même te cuisiner un petit peu avant avec d'autres questions quand même, hein. Tu vas pas y passer, hein. J'ai d'autres questions à Ouais, te poser carrément. quand même là-dessus. Mais c'est clair que voilà, c'est un film qui est marquant, qui a quand même une histoire derrière, comme tu le sous-entends. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est surtout en fait quels sont ces aspects-là que t'as pas pu voir dans ton premier visionnage, que t'as pu voir dans ce deuxième visionnage, et que tu te dis mais putain, mais en fait c'est un excellent film, c'est un chef-d'œuvre en fait. J'aimerais bien savoir quels sont ces points-là. Bah oui, en fait, il y a quand tu ouvres les yeux et quand tu es dans un bon mood, il y a tellement à voir parce que c'est un film d'une richesse extrême. Après, c'est un film de genre, faut savoir, donc faut aimer. Moi, je suis encore au début de ma cinéphilie, comme j'ai dit, donc j'ai pas de genre affilié particulièrement, donc je suis un peu ouvert à tout. Donc là, c'est un film d'horreur, un peu d'ambiance aussi. Enfin, c'est quelque chose de très étrange, pas trop qualifiable, mais en même temps, c'est vraiment. C'est un mélange de C'est pas pas mal de genres horrifiques. Ça, je voulais y venir un peu plus ça, ouais. tard, mais c'est vrai que c'est un mélange de pas mal de genres du code horrifique. C'est peut-être un mélange de tous les genres horrifiques, quasiment, qui nous Ouais. propose. Parce qu'on passe quand même de l'horreur un peu fascinatoire, à de l'horreur plus psychologique, qu'on passe sur du psychédélique, et après qu'on passe sur une autre De partie. zombies à un moment, ouais, Voilà, et c'est après on clair. passe sur de l'horreur comédie, on passe sur de l'horreur plus gore Ouais. et Non, il y a sanguinaire, vraiment. et même à des slashers aussi, bien sûr, dans la deuxième moitié du film. C'est quand même un film qui regroupe quand même quasiment tous les codes horrifiques dans le film, en fait. Bah ça c'est sûr, moi j'ai pas toutes les références, mais c'est vrai il y a énormément d'hommages à certains films et il reprend plein de petits bouts de films et je trouve qu'il prend les meilleurs et du coup ça marche vraiment bien. Mm. Je pense que, pour revenir à ta question, la chose que j'ai le plus aimé dans le film, vraiment, ça doit être tout simplement la performance de Nicolas Cage, que je trouve genre énormissime. Je l'avais déjà vu dans plusieurs trucs, et justement, j'avais ce truc où mon père le détestait, du coup, moi, fallait que je l'aime. Mais là, j'ai vraiment compris ce jour-là que c'était un super acteur. Il livre une prestation vraiment époustouflante parce que il a des scènes super dures à jouer, je trouve, et il y a des scènes vraiment marquantes que j'ai de lui. Par exemple, la scène où je peux raconter une scène, ça va, ça dit rien. Alors, bon, On a dit qu'on spoilait pas. on peut mettre le petit encart spoiler au cas où, mais voilà. C'est pas Vas-y. vraiment un spoiler. En plus. Mais C'est vas-y juste quand une même, scène vas-y, qui a tu peux. parlé. On peut parler quand même du film, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu. Cool. Vous pouvez quand même l'écouter si vous l'avez pas vu, mais bon, ça va peut-être un peu spoiler. Je vais spoiler le moins possible. Mais grosso modo, il y a cette scène géniale avec un super décor où il est dans sa salle de bain et il doit se remettre d'une épreuve difficile. Il boit, il crie, il boit, il crie. Ah oui, Et oui. je trouve qu'il le joue vraiment bien et qu'il est sorti de ses sentiers battus parce que je suis pas sûr qu'il avait fait des prestations dans le même genre. Je sais pas si toi J'ai pas vraiment de film référence qui amène un peu ce jeu-là de Nicolas Cage, parce que Ouais. moi, quand je vois ce film-là de Mandy, moi je me dis que c'est le film le plus Nicolas Cageien possible. Je trouve que c'est un film qui est en parfaite osmose, avec la folie même de la personne qui est Nicolas Cage. Mais totalement. Quand on le connaît, quand on le voit dans ses interventions, dans ses interviews, on voit même dans la vie de tous les jours, un mec qui a l'air d'avoir une folie monstre, et pas mal d'anecdotes en plus qui n'ont été relayées sur sa compulsion en termes d'objets de collection, tout aussi loufoque et bizarre que ça puisse être. Ce film-là, Mandy, retranscrit parfaitement bien le côté complètement fou de Nicolas Cage, et surtout peut-être le côté aussi extrêmement comique dans des situations qui ne devraient absolument pas être, bien sûr, mais ce qui en fait que le personnage soit aussi fou. Et je pense qu'en fait Nicolas Cage ne joue quasiment pas dans ce film. J'ai pas l'impression qu'il joue dans ce film. En fait, moi j'ai une théorie sur ce film, c'est que il y a deux films en un pour moi. Il y a la première partie du film qui est très contemplatif, comme tu le racontes, très sur la tension et sur le côté un peu psychédélique de l'endroit, de la fascination qu'on peut avoir, notamment avec la SEC.
La secte, pardon, avec Jeremiah. Toute cette partie-là, en fait, on voit quasiment pas Nicolas Cage, on le voit juste faire un peu l'acting, mais il est vraiment en retrait un petit peu. Totalement. Et c'est qu'à partir d'un point précis, bien sûr, de l'événement clé du film, que tout se décante. Et là, on trouve un Nicolas Cage qu'on voit pas. En fait, on l'a pas vu dans ce sens-là. C'est un Nicolas Cage fou, complètement fou, et qui est drôle aussi, tellement c'est... En fait, c'est fascinant, en fait. Il s'amuse carrément, mais c'est vrai qu'il s'amuse. Il est fascinant. Oui, voilà. C'est exactement ça. C'est le mot parfait que tu m'as trouvé. Il s'amuse complètement dans ce film. Parce que tous ces films-là qu'il a fait de série B, en fait, on sait que Nicolas Cage, lui, il voulait juste de l'argent. Et on sentait que dans son acting, bon, il s'en On foutait. avait besoin aussi, ouais, Il s'en carrément. fout. Il s'en fout complètement, tu vois, de ces films. Et là, dans Mandy, c'est le seul film, j'ai envie de dire, de cette période-là où il est complètement dépendant de faire des films de série B vraiment nuls. Il se retrouve dans un projet qui, en fait, est tellement lui, qui s'amuse, en fait, et qu'il n'a pas besoin de faire de l'acting plus que ça, en fait. Ouais, Il est carrément. juste lui. Tu le sens dans sa façon d'être, ses mimiques, etc. Mais en fait, t'as l'impression de voir juste le mec s'amuser. En fait, t'as l'impression de voir un gamin s'amuser sur scène. Moi, je trouvais ça excellent. Et ça sert aussi le film par la même occasion parce que ce film, il est fou. Il est fou. Ah, mais totalement, Enfin, il est fou, c'est le mot. il est inclassable. Quand j'ai vu le film, quand je l'ai fini le film, je me suis dit, mais il n'est pas classable ce film. En fait, parce Mais que totalement. le truc étant, c'est que tu as très bien dit ce que tu as dit tout à l'heure. C'était notamment au niveau de cette première partie du film qui a pu laisser pas mal de gens sur le carreau. Ils se disent, ah oui, d'accord, bon, c'est un film où on peut s'emmerder, où ça va être très Ouais, il y a un peu psychédélique. une romance aussi qui est très lente et qui peut ennuyer. Ou Nicolas Cage, pour les fans de Nicolas Cage, en plus, c'est vrai qu'il est en retrait dans la première Il est partie. très en retrait, Donc en ça effet. peut décevoir en fait. Oui, voilà, ça se déçoit énormément. Et ensuite, on arrive au milieu du film. On se dit, ben attends, il n'y a rien qui se passe, à part justement cet événement clé. Et là, on a un deuxième film complètement, un slasher vengeur incroyable. Totalement décalé. Où là, Nicolas Cage, il s'ouvre. Et là, Il brille. oh là là là, il est débridé à ce fuck, vraiment, Nicolas Cage. Et l'esthétique, les scènes sont tout aussi débridées. Vraiment, le film, il se lâche complètement dans cette deuxième Mais partie totalement. du film. Et c'est hilarant. Mais c'est un peu une sorte de récompense, un petit peu. Avoir passé cette première heure à la regarder, même si elle est fascinante, il y a quand même des bons points que j'aime bien dans cette première partie. Le film, pour moi, il se repose uniquement sur cette deuxième partie de film, donc cette heure restante, vraiment. C'est ça le cœur de Mandy pour moi, c'est vraiment cette deuxième partie-là, complètement folle. Mais est-ce que déjà pour toi, est-ce que le cœur de Mandy c'est que cette deuxième partie ou est-ce que c'est l'ensemble du film pour toi? Alors déjà, je voulais rebondir à ce que tu disais sur le fait que ça représentait Nicolas Cage. Mais c'est vrai que le film, ça résume un peu la vie de Nicolas Cage. Tu sais, c'est le film, il est à la période un peu où il commence à faire des bons films, à refaire des bons films, mais il est obligé d'accepter encore quelques trucs et tout. Et il y a un peu ce côté où il y a des scènes où il n'est pas en surjeu, mais où il doit s'exprimer énormément. Et tu sais, il y a ce reproche souvent qui lui a été fait de surjouer, de grossir les traits. Et du coup, on voit qu'il s'en amuse et qu'il est prêt, enfin, qu'il a enfin passé un cap, un peu, je sais pas si on peut dire ça, mais que tout ça est derrière lui. Et que maintenant il s'en moque des critiques, il s'en moque, il s'amuse juste, il fait ce qu'il veut, il accepte n'importe qui envie de le faire. Voilà. Peut-être qu'il avait une sorte de pression, parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, Nicolas Cage fait partie quand même un peu de la famille Coppola, c'est quand même le neveu de Francis Ford Coppola, donc quand même c'est pas rien comme famille. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là, un petit peu de pression qu'il peut y avoir, mais on le connaît, Nicolas Cage, il a quand même un talent, il nous l'a prouvé dans pas mal de films, dans les années 2000 et 90, mais bon, après c'est lui-même qui s'est un peu saboté en s'endettant comme un fou, qui après justement était obligé de faire ces films-là. Mais c'est vrai que Mandy est un peu le seul film pour moi, à exception de tout ce désert, où vraiment il avait que des films nuls à chier, et dont il a un petit peu terni un petit peu sa réputation. Et là, Mandy arrive, et c'est un petit peu
cette À étoile point nommé, filante. Voilà, franchement. c'est l'étoile filante. C'est un rôle fait pour lui en fait. Il y a des rôles comme ça qui changent une vie et je pense que ça a pu le mettre sur une bonne pente et que ça a changé beaucoup de choses pour lui. Oui, vraiment, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, parce que après ça, on l'a plus revu dans d'autres films. Peut-être qu'il a fait un ou deux films, et après, il est revenu devant de la scène, avec déjà ce film, déjà retrace un petit peu sa vie avec Pedro Pascal. Ouais, Et enfin, Dream Scenario, le film Al 24, qui est super, ouais. je vous conseille. Donc oui, il remonte vraiment cette pente, et je pense que ce film a été, pour moi, l'élément déclencheur du fait que purée, il peut enfin s'amuser et être lui-même. Et en fait, je pense que ce film, ça a été un défouloir complet, parce que tu sens qu'il s'amuse. Plein de niveaux, mais franchement. En plus, le film, ça caricature un peu l'action. Ça va toujours plus loin, comme cette scène où il prend une tronçonneuse. Enfin, Ah, non, il a une hache, l'autre prend une tronçonneuse, l'autre prend une plus grosse tronçonneuse et tout. Il surenchérit. Et du coup, ça fait vraiment écho à sa carrière où il faisait pas mal de films d'action quand même. À un moment. les Benjamin Gates, pardon, pas Button, qu'est-ce que Ouais, je c'est dis? ça. Il en Benjamin a fait Gates. plein et du coup, ça caricature ça aussi et il s'amuse. C'est genre vraiment, il a passé un cap. Il s'amuse de ce qu'il a fait avant. Il s'en fout. C'est genre. En plus, il a pris un risque parce que le film n'aurait pu ne pas marcher. Genre, je crois que c'est le premier ou le deuxième film du réalisateur, Panos Cosmatos. C'est Donc, tu vois, son. Alors, en tout, c'était son deuxième film à ça. Panos Ok. Cosmatos. Bon, il a fait qu'un seul film après ça. C'est clair que déjà, c'était pas un réalisateur qu'on connaît. Hein, moi, je le connaissais pas. Ouais, il y a une petite touche de risque quand même, hein, franchement. Mais je pense qu'en fait, il avait surtout besoin de thunes, mais qu'en réalité, ce film, en fait, a été salvateur Il l'a dans- sauvé de ouf. voilà, il l'a sauvé de ouf. Il l'a beaucoup plus aidé que prévu. Enfin, qu'il le pensait, en fait, juste en prenant ce film. Et vraiment, c'est clair que l'attrait principal du film, c'est quand même Nicolas Cage, qui est fabuleux. Totalement. Même s'il y a énormément de bonnes choses aussi, mais c'est vrai que Nicolas Cage, il est remarquable. Est-ce que du coup, tu veux que je parle de la première partie et de la deuxième partie? Oui, voilà, c'est vrai. Quand je parlais de cette première partie, de cette deuxième partie, Non, j'ai trop dérivé, je suis désolé, c'est moi. On avait fini normalement, mais on n'a jamais trop de Nicolas Cage, quoi. voilà, c'est vrai. Mais quand je te parlais de cette première partie, de cette deuxième partie, est-ce que pour toi, vraiment, le cœur du film, c'est que cette deuxième partie, ou est-ce que pour toi, c'est un ensemble de ces deux parties-là qui font que ce film-là s'imbrique parfaitement? Alors, bah, comme tu le disais, du coup, la deuxième partie, elle est plus dynamique, il y a plus de scènes, il y a plus de volonté de raconter quelque chose. La première, elle est plus contemplative. Mais moi, franchement, je dirais que je peux différencier les deux parties, bien sûr, parce qu'il y a vraiment ce moment clé dont tu as parlé, mais je peux pas me dire laquelle je préférerais parce que la première partie, je la trouve totalement dingue, elle est ultra hypnotisante. Justement, en référence à cette scène, un moment où tu sais, ils sont tous drogués. Voilà, on peut parler, c'est un peu la scène de la Ouais, c'est secte ça, il y avec a un seul, Jérémia qui est en maître de cérémonie, on peut dire. Et cette scène avec déjà l'esthétique aussi qui ouais. joue, on est pris dans un trip sous LSD. On est vraiment sous LSD nous-mêmes en fait. Ah C'est oui, vrai oui, que c'est oui. hypnotisant et que j'avais rarement exploré des choses aussi belles. Et il y a le son, il y a tout un travail du son qui est génial. C'est Johansson qui a fait la BO. C'est Oui, tout à fait. un Alors, BO qui est bon. il avait fait aussi les BO de Denis Villeneuve, alors surtout dans son début de Ouais, carrière à Hollywood, donc Prisoner, Arrival et Enemy. Sicario. Sicario, il sait s'y faire, avant que bien sûr Hans Zimmer arrive pour le remplacer, mais voilà, il avait quand même du bagage quand même, et on tient quand même Ah à le non, moi. souligner. Déjà très bonne BO, très bonne ambiance, les choix musicaux, les goûts musicaux, bon ça. Oh là là. On va en parler de Kim Crimson, t'inquiète. Je te vois venir. Yes! Ah ça j'ai envie d'en parler de King Crimson. S'il On vous est plaît. obligé. En fait, je sais pas pourquoi on n'a pas fait un podcast pour recommander le morceau et plutôt que le film. Mais Non, bon. déjà recommander le morceau, mais surtout recommander le groupe, s'il vous plaît, quoi. Merde. Ok, ouais, c'est vrai. King Crimson, quand même, c'est quelque chose. Donc, mais oui. Il faut jamais streamer. Bon, il faut qu'on parle. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on va pas tourner autour du pot. Quand on parle de BO, on parle bien sûr de cette intro et de Starless de King Crimson. Merci. Mon Dieu, merci de l'avoir mis, cette musique. Déjà, une de mes musiques préférées all time. Je tiens toujours à le dire. C'est incroyable. C'est magnifique comme chanson. Je vais essayer de le mettre en fond sonore pour que vous l'écoutiez, mais bon, je sais pas si ça va passer. Mais vraiment, Starless, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est un chef-d'œuvre musical, vraiment. C'est un chef-d'œuvre. Qui, mine de rien, correspond parfaitement un peu à l'ambiance que veut insuffler le film. Ah, mais totalement. Moi, j'ai un petit regret, enfin un petit rêve caché un petit peu. S'ils avaient mis un petit peu de Pink Floyd dans le film,
un petit peu espacé, surtout de leur début de carrière où c'est assez psychédélique. Je pense que je crèverais de bonheur, vraiment. Vraiment. C'est vrai que la DA était parfaite, c'était aligné, c'est vraiment dommage. La DA était alignée et je pense que vraiment, déjà du King Crimson, c'était déjà excellent. Mais alors, si vous mettiez du petit Pink Floyd, là, un petit Echoes, oh, c'est fini. Bon, allez, vous me perdez. Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis un fan inconditionnel de Pink Floyd. Donc, c'est pour ça. Et je pense que ça aurait été un film qui aurait pu marcher avec ce groupe-là. Aussi, gros hommage aux 80s, hein, en termes de Ouais, au groupe esthétique. de rock. Enfin, King Crimson, c'était quand même Starless, c'est 70s. Ce qui est assez ironique d'ailleurs, mais c'est quand même une grosse esthétique assez 80s avec une bande son un peu 70s. Donc voilà, on est un peu sur ces deux décennies-là. Ouais, Mais c'est chouette. voilà, on sent quand même que tout cet aspect-là, cette esthétique-là, c'est un énorme hommage de ces années-là, 70s, 80s, qui marche bien, qui fonctionne. Mais j'ai quand même un point négatif à faire au film, c'est que quand même, je pense que quand même le film, il fait tellement de choses qu'il en fait peut-être un peu trop de choses au final. Et on se dit en fait, quelle est vraiment la ligne directrice du film? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais en fait, à force de changer de genre, en fait, on s'y perd, tu vois. On se dit, waouh, Mais attends. c'est totalement vrai, mais ça c'est totalement subjectif parce que c'est vraiment un truc qui peut attirer ou repousser. Il y a des Oui, gens qui vont être entre deux comme toi, il y a des gens qui vont pas aimer, mais il y a des gens comme moi qui se disent que le cinéma c'est un art, etc. et que du coup faut essayer d'innover le maximum. Et moi, plus c'est bizarre, plus j'aime. Et c'est vrai que du coup, bah, il m'est rentré dans la tête qu'il est, comme tu as dit, inqualifiable et qu'il n'arrête pas de changer et de faire des choses bizarres, étranges, que ce soit le jeu, l'ambiance, bah, le changement de rythme, justement. Mhm. Même des personnages qui sont étranges, hein, on y reviendra peut-être aussi après, avec les bikers, là. Il y a tellement de choses à dire sur ce film. Comment ça que 1 heure, là? Non, ça va pas le faire. Non, mais c'est vrai que moi, quand je pense à des personnages bizarres, moi, je pense surtout à Jérémia. Je connaissais pas cet acteur, hein, mais je le connais toujours d'ailleurs pas, mais il est très bon, hein, on est d'accord. C'est Linus Roche, si je me Ok. trompe pas. Voilà, j'ai un petit peu sa fiche. Le seul rôle très notable du film, on le voit très très peu. Il joue Thomas Wayne dans Batman Begins de Ah ouais, ok. Nolan. On le voit Ok, très c'est peu, marrant. hein. Il change beaucoup, hein. C'est vrai, voilà. Thomas Wayne et Jérémia, donc voilà, c'est assez drôle. Mais après, dans la liste que je vois, il a joué aussi dans les Chroniques de Riddick, donc en tant que purifieur. Je n'ai pas vu le Putain, je l'ai film. vu il y a 2 jours, je l'ai pas repéré, franchement, tu vois. Je n'ai Donc, pas, je n'ai pas vu le film, les Chroniques de Riddick, donc je pourrais pas vous dire. Quand je vois les autres films, il n'a pas fait des films extrêmement connus. C'est généralement des films, voilà, de série B, hein. Et toi, tu trouves justement que dans Mendy, sa performance elle est convaincante? Moi, il m'a totalement plu, hein. Franchement, Ah je le oui, trouve très juste, très oui, complètement. fou et il fait très peur aussi, hein. Ah, Franchement, moi, je vois un gars comme ça dans la rue, je me chie dessus et je me barre, tu vois. Vraiment, moi, j'ai pas envie de croiser ce genre de personne, tu vois, dans ma vie. d'ailleurs, on peut en parler du casting ou pas? Parce qu'il est assez fou quand même, hein. Donc, il y a le personnage principal qui joue. Enfin, le personnage principal, c'est Nicolas Cage, mais la personne qui s'appelle Mandy dans le film, donc le titre du film, c'est Andrea Riseborough, si je me trompe pas. Riseborough, Et oui, voilà, Riseborough, voilà, ok. elle peut jouer dans d'autres films, par contre, et ça, c'est cool. Elle a joué dans Birdman, donc Ah, elle Laura, est très bonne dans Doberman, ouais. est excellente. D'ailleurs, un film que je vous recommande. Elle a joué dans Nocturnal Animals, les animaux nocturnes. Ah, il est chouette aussi, ouais. Et elle a joué aussi dans Amsterdam, plus récemment. Elle a joué dans Battle of Sex, donc avec Steve Emma Carell Stone. et Emma Stone. Elle a joué dans Oblivion, pour ne citer que. Voilà. Donc elle a quand même une assez bonne carrière. Ah oui, plus récemment, elle a joué dans Lee avec comment elle s'appelle, Kate Winslet. Voilà. Ok, C'est son ah dernier oui, ok, film. C'est son dernier film en date. On va dire, elle a une bonne tête de méchante quand même, hein. Elle a une bonne tête, elle a une bonne C'est tête vrai de psychopathe. J'ai vraiment eu peur quand quand tu vois Mandy. Quand tu te dis en fait, mais attends, mais elle c'est une tarée en fait dans sa tête. Aussi, il le fait avec cette cicatrice là qui rajoute aussi un peu cet aspect là. C'est vrai que carrément. c'est une prestation qui est vraiment très bonne, qui est d'ailleurs aussi la personnage principal dans cette première partie là. C'est ça. Faut bien le souligner. Et avec cette scène justement avec Jérémia est incroyable. Il est très Parce que fort, ouais. c'est un plan, c'est quasiment un plan séquence, on cut
très rarement, pendant je crois Ouais, 5-6 bah, il y a minutes. des cuts pour fermer les paupières, en fait, comme si c'est elle qui observait, il me Ouais, semble, c'est voilà, ça? ils trouvent des petits passe-passe là-dessus. Bah, on en parlait, tu sais, tout à l'heure qu'on se croirait dans un trip. En fait, là, on nous met clairement à la place de Mandy et ça rajoute aussi du truc qu'on se croit dedans et qu'on se sent drogué, hypnotisé. Oui, complètement. On est complètement dans les effets de drogue, etc. Et c'est extrêmement bien représenté dans le film. C'est assez différent comme effet de trip qu'il peut y avoir dans d'autres films où généralement on fait un système d'ondulation sur la caméra, etc. Là, on n'est pas du tout sur cet aspect-là. On est plus sur un système de deux images qu'on superpose pour créer un peu cette illusion de psychédélique. Je trouve que c'est beaucoup mieux réussi, c'est beaucoup plus réaliste Ah dans ouais, ce sens-là. Attention, ça ne dit pas que j'ai testé des trucs psychédéliques, j'en ai jamais testé. Ne vous inquiétez pas. Mais je trouve que c'est quand même plus réaliste dans ce sens-là que carrément déformer l'image en ondulation. totalement. Il y a un espèce de calque en fait, pour vous expliquer un peu, il y a un espèce de calque entre Jérémia qui est au centre de l'image et Mandy, il me semble, qui est assise et qui est au centre de l'image. Et du coup, il y a des plans sur son visage où il y a une espèce de transformation entre les deux, mais très bien faite et très subtile. On ne sait pas qui est qui et qui on regarde. Et du coup, ça passe d'un plan serré, image, à un plan large où on voit tout le monde. Et Jérémy à nu, fou. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a oublié de préciser que Jérémy est nu dans cette scène. C'est vrai qu'on C'est oublie important ou pas? C'est un petit peu important. Il est dans son simple appareil. Hein. Il n'y a pas de floutage et rien. On le voit dans son plus simple appareil. Ce serait pas la plus grosse raison de regarder le film, en fait. Non, c'est pas la plus grande raison. Ça, je suis d'accord avec toi. On va pas y éterniser là-dessus. C'est vrai que cette scène est excellente, justement sur cet effet de calcage, de fondu, comme tu dis exactement, entre Mandy et Jérémia, parce que plus le speech de Jérémia avance, plus on a l'impression qu'il se met en symbiose avec Mandy, la couleur change, etc. Elle se fait graduellement. Vraiment, cette scène est vraiment incroyable. Je dirais même presque que c'est ma scène préférée du film. Je pense que c'est ma scène préférée du film aussi. Hein. Franchement, elle est vraiment incroyable. Ouais, parce que moi je trouve qu'elle est vraiment hypnotisante. On est vraiment tenu en haleine. C'est vraiment le début vraiment de l'horreur où on se dit mais qu'est-ce qui se passe en réalité. Les prestations sont folles et pourtant il n'y a pas Nicolas Cage dans cette scène. C'est quand même fou de se dire ça, alors que c'est le héros principal. Toute l'ambiance est tellement bien dosée, que ce soit la musique, les couleurs, encore une fois, le plan, le montage. Vraiment, je pense que c'est un film qui a été extrêmement bien réalisé et monté. Et que c'est un réel travail. Parfois, tu sais, t'as des films, je vais pas donner d'exemple parce que je vais me faire allumer, mais t'as des films avec un bon scénario. Ici, on peut parler des films, si t'as envie de... Tu me mets une balle dans le pied ou quoi, direct? Les gens vont quitter le podcast, hein. Je vais mettre une balle dans le pied. Moi, tu sais, je prends des risques en faisant ce podcast, mais moi, ici, je donne la liberté aux gens de s'exprimer sur leur film. Donc, si vous avez envie de cracher sur un film, crachez-le, et allez-y. Écoute, je vais frapper sur Forrest Gump. Je pense que c'est le film où il faut pas cracher dessus, mais il y a des films comme ça où t'as des... J'adore Forrest Gump. Non, j'adore Forrest Gump. Non, mais tu vas comprendre. Okay. En gros, tu sais, il y a ces films-là qui ont un superbe scénario et qui sont... super trépidant à voir, mais je trouve la réalisation plus classique et un peu moins convaincante. Alors que là, c'est vraiment le contraire. La forme, elle est vraiment tellement bien effectuée. Je pense que c'est vraiment une leçon. En plus, il n'a pas énormément de moyens, j'imagine. Mais il a énormément d'idées. Et ouais, c'est une leçon pour les nouveaux réalisateurs ou même les gens qui veulent se lancer ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'il fait ça super bien. Il y a peut-être moins de rythme, mais en tout cas visuellement et auditivement, et c'est quand même les principaux sens qu'il faut stimuler quand tu regardes un film. C'est vrai que c'est ultra pertinent, je trouve. Ouais, bah c'est intéressant. En fait, toi, t'aimes plus en fait, c'est des films un petit peu pas qui sont tape à l'œil, mais qui prennent des risques, qui sont un peu en dehors des idées conventionnelles d'un film. J'adore ça, ouais. Tu veux voir plus un truc un peu flashy, un peu dingo, un peu Django. Mais voilà, ok, c'est une vanne. Ok. Oui. Non, oui. Pas dingue. Je pense que les gens vont quitter le podcast plus là que sur Forrest Gump. Oui, voilà, c'est bon. Tu peux, voilà, je prends la responsabilité du fait que personne va écouter la suite maintenant à partir de maintenant. Ah merde, c'est chier. Non mais non, c'est vrai que j'aime bien les films où tu te dis what, qu'est-ce que je viens de voir.
C'est genre, pas forcément des trucs qui sont durs à expliquer, des choses comme ça, mais plus des trucs qui ont pas vraiment de sens ou des trucs qui marquent visuel. Enfin, c'est vrai que c'est des trucs les trucs qui sortent des sentiers battus. Et celui-là, pour le coup, il sort des sentiers battus, hein, franchement. Oui, bah alors c'est clair que ce film n'est pas un film classique. Ça, je peux vous Conseille pas l'assurer. de démarrer votre scénographie, votre cinématographie avec, franchement. Ça serait un peu dur. Ça serait de notre part de vous dire ça. C'est clair que ce film, il C'est spécial, quoi. Ouais. Ouais, voilà, il est spécial. Un bon trip au LSD. Mais tu sais que j'avais peur que tu aimes pas. Du coup, je suis vraiment content. Parce que c'est vrai que tu sais, souvent il y a des comptes Instagram qui demandent ouais, vous avez pas un film à conseiller et tout machin. Moi, j'essaie de le mettre un maximum en avant parce que c'est vrai que il est relativement peu connu par rapport à d'autres films en tout cas. Il est quand même relativement connu, parce qu'avec la notoriété de Nicolas Cage, c'est quand même un film qui est reconnu dans la filmographie de Nicolas Cage. C'est même un des films les plus reconnus de Nicolas Cage, parce que c'est un peu lui, en fait, un peu dans le film où il est complètement taré. Je pense qu'il a quand même trouvé son public, même si, bon, il y a quand même une grosse partie du public qui n'aime pas, du fait que justement il est trop anticonventionnel. Il n'est pas du tout dans les normes établies de comment on fait un film. Aussi du fait qu'il y a cette première partie extrêmement lente qui peut dérouter pas mal de gens quand on regarde le film et qu'on se dit ouais mais Mandy c'est ultra fun, c'est ultra décalé et tout, mais qu'en réalité cette partie-là est dans cette deuxième partie du film et qu'il faut se taper les 1 heure d'avant. Mais cette première heure-là est aussi intéressante dans cet aspect extrêmement angoissant et surtout psychédélique dans son approche. Et par la suite, vous aurez le petit Beaumont, où il y aura de l'action, etc. Tu sais que moi, presque, parce qu'on parlait de première partie et deuxième partie, toi, tu es fan de la deuxième partie, mais moi, je sais vraiment pas. Je me demande même si je préfère pas la première partie beaucoup plus lente et beaucoup plus belle. Bah, là, ça fait une demi-heure qu'on parle là-dessus, donc je pense qu'ils ont capté, mais ouais, c'est vrai que je préfère peut-être la première. Je sais pas, c'est le mood aussi. Il faut que je le revoie hein, parce que c'est vrai que c'est mon film préféré, mais je l'ai pas vu tant que ça de fois. J'ai dû le voir 3-4 fois seulement. T'as envie de le garder un petit peu en toi, quoi. Le film, t'as envie de le préserver un petit peu aussi. De trop le regarder pourrait peut-être un peu te dégoûter un peu du film. Ça peut arriver, ce genre de choses. C'est vrai que le premier visionnage, tu vois pas tous les détails, et le deuxième, tu commences à l'apprécier de ouf. Mais si je le vois plusieurs fois, je vais peut-être repérer ses défauts et je sais qu'il en a et j'ai peut-être pas envie quand même de les voir. Tu le regarderas dans plusieurs années, peut-être. Tu nous feras une update là-dessus, voilà, dans quelques années. Total. Comme on l'a dit. Quand je serai réinvité, là, comme on a dit, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On a déjà mis, j'ai déjà mis dans mon calendrier dans 2-3 ans, là. Hop. Ah, trop bien. Ok, il y a l'alarme et tout qui est préparé. Ouais, c'est ça, il y a l'alarme pour aller 2026-27. Voilà, sonnerie, on est d'accord, t'as mis Starless, Kim Crimson. Exactement. Ça, voilà, bah c'est parfait. Je peux pas me tromper, du King Crimson, ça me fera toujours du bien. Écoutez-moi ce groupe, s'il vous plaît, de rock. Si vous aimez le rock, bien sûr. Je n'impose pas les gens, mais... Et en vrai, même si t'aimes pas le groupe, le rock, et bah, c'est un morceau de 12 minutes, j'espère que ça repoussera pas les gens, mais en fait, il y a plusieurs parties dans le morceau, tout comme le film, en fait. Et la première, c'est que des instruments, donc franchement, même si t'aimes pas le rock, c'est pas un morceau que tu peux ne pas aimer, franchement. Oui. De toute façon, si vous voulez écouter la première partie de la musique Starless, bah, vous regardez l'intro de Mandy. Ouais, total. Comme ça, vous voyez si vous kiffez, et puis le mode et tout. Voilà. Si vous écoutez, et après, vous vous dites « Oh, il est pas mal » ou « C'est vraiment de la merde ». Et non, non, c'est pas de la merde du tout, vous inquiétez pas. Voilà. Mais vous vous dites « Ah, mais c'est pas mal ». Et du coup, vous avez écouté le reste. Et tout comme la musique, c'est un mood extrêmement planant. Et planant, c'est parfait. Planant, qui a quand même plusieurs parties qui sont très distinctes. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Tout comme son confrère, Pink Floyd. Voilà. Je tiens toujours à le reparler, qui ont à peu près le même schéma aussi, de plusieurs parties dans une musique. Bon, eux, ils font des musiques de 20 minutes, donc c'est encore plus long, mais bon. Yes. On peut en parler. Si, j'aimerais bien en parler de Pink Floyd, mais bon, ce n'est pas le sujet principal. On fera un hors-série. Ouais, putain, on fera un hors... Alors en vrai, on pourrait faire un... Alors en vrai, on pourrait faire un... J'ai une idée en tête, c'est de faire un hors-série sur les albums qui ont été adaptés dans un film. Donc ça veut dire un album complet qui ont été retranscrits dans un film. Hein? C'est The Wall pour Pink Floyd? Non, je suis pas bon. Oui, complètement. Ouais. Exactement. C'est bien. Il a compris, ça fait plaisir. Voilà, par exemple The Wall de Pink Floyd, ou le plus connu Discovery de Daft Punk, qui a été mis dans le film Interstellar 5555. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres albums comme ça qu'il faudrait que je revoie.
qui ont été adaptés dans un film, donc c'est un peu des films-albums, comme je les appelle, mais qui cachent quand même des choses excellentes, et j'aimerais bien en parler un jour. Écoute, même si on peut faire un petit live 1000 abonnés, un truc comme ça, où tu me fais découvrir plus en profondeur Pink Floyd sur ma chaîne et tout, on verra. Waouh! Oh ouais. Alors là, je vais te mettre bien avec Pink Floyd, t'inquiète pas. Vas-y. J'ai pas encore tout leur vinyle, parce que je suis quand même un gros fan de vinyle. J'ai pas encore tout leur album, mais Yes. faudrait que j'ai. Je te ferai découvrir pas mal de musique d'eux. Trop bien sûr. Mais ça va être cool. T'inquiète pas, je vais bien te mettre et ça va être assez cool. C'est dans le même registre un peu que King Crimson avec Starless, donc t'inquiète pas. Tu vas bien aimer. Y a pas de souci. Trop bien. Ok. Donc voilà. Ce sera tout pour cette partie un peu analyse. Je pense qu'on a fait tout le tour. Je sais pas si t'as d'autres. On a fait tout le tour. Il y a tellement de trucs à dire qu'on fera pas de partie 2 malheureusement, mais allez voir le film si on peut finir là-dessus pour cette partie. Il y a vraiment plein de trucs qu'on n'a pas évoqués, du genre qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Ouais, les personnages quand même. Il y a des persos vraiment cool, même le reste du casting qu'on n'a pas évoqué, que je trouve très flippant. Il y a quand même certains qui ont des têtes très bizarres, qui font encore plus flipper que Jérémia pour ma part. Je parle du blond, je sais pas si tu vois. Celui de la tronçonneuse ou celui du avec la voiture. Un mec qui tire souvent la langue, qui est dans la secte et qui fait un peu peur. Oui, bon, de toute façon, dans tous les cas, ils sont tous flippants. Ils sont tous flippants. C'est clair qu'ils ont tous des têtes de méchants, des têtes de mecs de secte. Donc, ouais, c'est vrai qu'on peut. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Voilà. Si ça te va. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de points. Je pense qu'on aurait vraiment, sans abuser, en parler encore une demi-heure, mais pour le rythme et puis pour le timing aussi. Aussi parce que t'as aussi des imprévus aussi, donc on passera aussi un peu là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même. Je pense qu'on a quand même parlé pas mal. On a évoqué la plupart des choses, je pense. Donc, oui. Je pense qu'après on aurait répété encore un peu plus ce qu'on a dit déjà avant. Ouais, c'est vrai. Donc après, on kiffe le film. Du coup, tu sais, on est dans un truc où on répète les choses, genre ça c'est cool, et après on rebondit, et à chaque fois on s'enferme dans une boucle où on dit ah ouais c'est trop bien, et après ça nous amène dans un autre truc, et c'est vrai que du coup c'est pertinent de s'arrêter là. Voilà, la boucle Mandy, mais bon, on n'est pas rentré dedans parce qu'on veut passer quand même sur une autre partie. On va se détendre un petit peu, c'est la partie jeu. Bon, moi je n'ai qu'une question à ce sujet-là, sur une anecdote, parce que Nicolas Cage, quand Panos Cosmatos a contacté justement Nicolas Cage pour jouer dans son film Mandy, c'était pas le premier rôle que devait avoir notre cher Nicolas Cage. Quel rôle il aurait dû avoir dans le film à la base? Et pour quelle raison? J'avais lu ça, c'était Jérémia du coup, non? Oui, exactement, c'est ça, c'est Jérémia. À ton avis, pourquoi Nicolas Cage n'a pas accepté le rôle de Jérémia et plus le rôle de Red? Alors, j'ai pas l'info, donc je vais essayer de deviner, mais peut-être tout simplement parce qu'il avait plus de temps d'écran et ça permettait de... Peut-être que Jérémia, il n'y avait qu'une facette, même s'il joue très bien et très justement, peut-être qu'il y avait que... Enfin, il s'exprime relativement... Enfin, à un moment, il y a une scène où il crie et tout, mais c'est vrai qu'avec la palette de Red Miller, il y avait plus à faire, peut-être plus de palette d'acteurs, parce qu'il y a du comique, il y a du... Enfin, il y a plus de choses à faire, je sais pas. C'est exactement ça. En fait, il le trouvait beaucoup plus complexe. Le personnage de Red, comparé à Jérémia, qui était plus unidimensionnel sur cet astral-là. Donc, tu as tout à fait raison. Et voilà. Et il y a aussi une autre raison, c'est parce qu'il le trouvait plus sympathique. Voilà. Notre cher Red, c'était le héros. C'était le héros principal. Donc, oui, il le trouvait plus sympathique. C'était le héros principal. Il se dit, voilà, il est mieux quand même. Mais il le trouvait plus complexe, et quel choix hein, d'ailleurs, parce que bon, au final, totalement. Red, c'est Nicolas Cage. Moi, je tiens à le dire. Donc c'est tout pour moi pour les jeux, mais j'ai entendu dire, il y a des petites rumeurs là, j'ai entendu dire qu'il y aurait eu tu m'as préparé, tu m'as concocté des choses. En fait, effectivement, je me suis dit que... Parce que moi aussi, j'organise pas mal de trucs, de jeux, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'adore organiser, mais mes parties préférées, c'est de jouer. Et je me suis mis à ta place, je me suis dit, t'organises plein de trucs, t'organises des questions, tu fais des trucs, on va te détendre un peu aussi. Et on va te faire un jeu pour que tes auditeurs te connaissent un peu mieux, même s'ils commencent à bien te connaître. Et puis même pour te détendre, et puis c'est sympa, je pense que t'en avais envie aussi. Après, c'est pas vous. Quelle générosité, ça fait plaisir.
Ah, ça te fait plaisir. Ouais, je vois depuis tout à l'heure, t'es hype, t'es trop content. Ah, Donc c'est cool, on va faire ça. Et du coup, ouais, c'est des tu préfères ou tu préfères. Il y a 7 ou 8 questions sur le thème de Mandy, plus ou moins éloigné. Tu vas voir, je vais préciser à chaque fois. ok, Et tu vas me répondre soit l'un, soit l'autre. Tu développes ou pas, ça c'est comme tu veux. ok. Et puis, on est parti ou quoi? Eh ben, vas-y, moi j'attends ça. C'est parti. Allez, bah, c'est parfait. Alors déjà, on va commencer un peu basiquement. C'est un film d'horreur, on a dit Mandy, mais il explore plusieurs genres. Il y a même une partie qui est assez comique, je trouve. Donc tout simplement, première question, est-ce que tu préfères les films d'horreur ou les films comiques? Hum, Oh purée, bonne question ça. Film comique quand même, ouais, je préfère. J'aime bien rire, j'aime beaucoup rire. Donc ouais, film comique. Cool. Ok. Alors la deuxième, c'est alors ça c'est une bonne question. Donc il y a eu ce petit creux au milieu de sa carrière, on l'a dit, où il faisait des films de série B, mais c'est vrai que la première partie de carrière de Nicolas Cage elle est épatante. Mais la dernière elle est vraiment cool aussi, justement avec des films qui sortent plus des sentiers battus où il se fait vraiment plaisir. Donc ma question c'est est-ce que tu préfères le Nicolas Cage jeune ou le Nicolas Cage vieux? J'ai quand même plus d'attache pour le Nicolas Cage jeune, pour tout ce qui est Benjamin Gates, pour tout ce qui est Lord of War. Ok. Donc ouais, je dirais quand même, il m'a plus marqué en étant jeune que maintenant, même si bon, il y a Mandy dans le Nicolas Cage vieux et Dream Scenario plus récemment. Mais non, Ouais. j'ai quand même plus d'attache pour le Nicolas Cage jeune. Ok. Ok, ok, pas de souci. Alors, est-ce que ça c'est vraiment une question un peu bête. C'est juste, on a dit qu'il y avait des ambiances dans le film, donc il y a des couleurs. Il y a principalement deux couleurs, c'est le rouge et le bleu, parce que vraiment le film est coloré. Je sais pas comment ils ont fait ça. Enfin, ça doit être très simple, mais je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ça donne un vrai plus au film. Et du coup, ma question c'est simplement, est-ce que tu préfères le rouge ou le bleu? Le violet. Pas forcément dans Le violet. Je suis un, le scénar. je suis un salaud. Ah oui, c'est un peu la thématique principale de Il y a Ciné-Touga. un petit rapport C'est le plus ou moins éloigné à chaque fois, bah, mais j'ai trouvé un petit truc. ouais, le violet, déjà c'est le violet. Après, parce il y a ce mélange-là des deux couleurs. Dans le film, on le voit à certains moments. Mais bon, allez, sans la petite blague, mais je dirais quand même plus rouge quand même. Allez, on est d'accord. De toute façon, on a plus de rouge sur notre photo de profil tous les deux. Ah, t'as un peu de bleu. J'ai plus du rose et du violet que. Bah, t'as plus de violet en effet, Ah ouais. bah, Donc, tu vois, le violet est un petit peu la couleur primaire de de Ciné-Touga Ciné-Touga. et de Ouais. À travers le projecteur. Donc oui, les deux, c'est du violet. Alors, pour les musiques de films, donc là, il y a plusieurs exemples. Il y a Starless notamment, qui est une musique très longue, où il y a toute une partie que instrumentale, toute une partie que en chanson, mais il y a aussi beaucoup de musique d'ambiance tout au long du film que je trouve génial, moi, par Joan Johansson, on l'a dit. Est-ce que tu préfères pour les films, du coup, les musiques avec paroles ou sans paroles? Sans parole. Parce que généralement, ça permet généralement d'être beaucoup plus investi dans le film, d'instaurer une ambiance que si c'était avec des paroles en fait. Parce que ça instaure une puissance, ça instaure un mood, ça instaure une ambiance que la partie plus chantée avec des paroles briserait un peu plus ça. Tu vois, il faudrait qu'il y ait un caractère précis à ça, tu vois. Donc, par exemple, les comédies musicales, par exemple, où là, ça marche, tu vois. Mais j'ai toujours eu Ouais, une préférence plus pour les musiques instrumentales. ok. Alors, pour le prochain, je pense que c'est évident, mais peut-être que ça l'est pas autant que je pense, parce que moi, perso, la réponse c'est la moins évidente. Est-ce que tu préfères plutôt les films lents ou les films rythmés? Sachant que Ah, c'est très ouvert et c'est c'est très une très subtil bonne la manière de question. différencier, hein. C'est une très bonne question parce que on peut avoir pas mal de catégories de films derrière tout ça. C'est une bonne question. Alors, moi, j'aime bien quand même les films contemplatifs qui prend son temps, qui prend un petit peu le temps quand c'est très bien fait. Parce qu'il y a pas mal d'exemples et pas mal de films où malheureusement qui peuvent être contemplatifs en étant chiants tout simplement et en n'ayant pas un attrait supplémentaire au film. Donc je dirais quand même les films rythmés, mais si c'est bien fait, les films lents et contemplatifs c'est extraordinaire, c'est vraiment ma cam Ouais, plus quoi. carrément. Et Mendy en fait partie. Enfin, Oui, c'est vrai que qu'est-ce que t'en penses? Mandy en fait partie. Il est assez unique dans sa contemplation, parce que déjà, c'est une contemplation qui est assez courte, mine de rien, parce que ça dure qu'1 heure, mais elle est très psychédélique, et j'en ai pas vu beaucoup.
des films comme ça, un peu psychédéliques, complètement à l'ouest, enfin, qui, en fait, t'as pas beaucoup de paroles, mais qui se basent un petit peu sur cet aspect un peu LSD, un peu psychédélique, comme le peut le faire Mandy. Après, j'aime beaucoup les films contemplatifs, par exemple de Terrence Malick. C'est très organique, c'est très Je vivant. regarde, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Je te conseille, je te conseille. Tree of Life, Voilà. c'est celui que je voulais Tree voir. of Life, moi je te conseille extrêmement ce film. Alors moi j'adore aussi Une vie cachée, Hidden Life du coup. Et Tree of Life, ce sont ces deux chefs-d'œuvre, ils sont exceptionnels et c'est des films déjà longs mais aussi très contemplatifs qui t'emmènent avec lui, avec la caméra. C'est très organique en fait dans sa façon de faire. C'est un de mes réels préférés de toute façon. Je m'en cache pas là-dessus. Donc oui, voilà, quand c'est très bien fait, on peut arriver sur du Terrence Malick tiers. Voilà, pour moi, c'est vraiment du cinéma qui... c'est fini, moi j'adore. Ou d'autres exemples aussi, ou des films de Hirokazu Koreeda, avec Still Walking par exemple. Quand on parle de films que je recommanderais, qui sont un peu sous-cotés, Still Walking de Hirokazu Koreeda, chef kiss, bravo pour ce qu'il fait. C'est un film très simple, hein, c'est un film où on suit... une réunion de famille pendant une journée au Japon, et au gré du film en fait on va découvrir un peu plus en fait l'historique de la famille, et c'est juste extraordinaire. En plus on chiale un peu à la fin, donc voilà, je vous conseille quand même ce film. Il n'est pas très connu, même si voilà, vous avez peut-être entendu le nom du réalisateur Hirokazu Koreeda qui a fait l'année dernière, ou non cette année pardon, Monster, voilà, donc si vous l'avez vu, je vous conseille, hein, Still Walking, moi c'est exceptionnel. Donc oui, je dirais quand même les films dynamiques dans la globalité, mais si c'est bien fait, c'est les films lents, mais voilà, je dirais quand même dynamique. Ok, ça marche. Alors pour la prochaine, je vais devoir expliquer, enfin plus ou moins. Donc pour le rapport avec Mandy, t'as un méchant qui s'appelle Jeremiah, du coup on l'a expliqué tout le long du film, tout le long du podcast, qui est plutôt grossi, on va dire. Ses traits sont grossis dans le sens où il crie, et que enfin il y a quelque chose où presque il y a une espèce de caricature, parce qu'il est très méchant, il gueule sur les gens de sa secte. Et du coup ma question, désolé, j'ai un peu bégayé, mais Ouais, pas de souci, hein. en gros, c'est: est-ce que tu préfères plutôt les méchants qui sont grande gueule comme ça, qui peuvent avoir des coups de nerfs, tuer des complices à eux? Il y en a, Dieu sait qu'il y en a énormément des méchants comme ça. Ou alors est-ce que tu préfères les vilains plus subtils, qui sont pas forcément révélés au début de l'intrigue, ou alors qui sont plus simples, plus gentleman, des trucs comme ça? Oh, je préfère largement les méchants, grande gueule, coup de sang. Ils me font triper. Moi j'aime trop ça, Ouais. ça. En fait, ils me font rigoler, mais en même temps, tu peux les prendre au sérieux par leur brutalité. Moi, il y a certains méchants qui me fascinent comme ça, notamment dans les films de gangsters, par exemple. Moi, c'est ce qui me fume le plus, tu vois. Je vois. Par exemple, les rôles de Joe Pesci dans Les Affranchis, par exemple, ils me fument de rire. C'est une ordure plus, mais qu'est-ce qui me fait rire et j'aime bien. Tu vois aussi un petit peu ce genre de méchant-là, extrêmement sanguin, grande gueule, parce que c'est des gens méprisables et détestables. Moi, ils me rendent fou, tu vois, ce genre de perso. Mais ils me fascinent. Plus que un personnage très renfermé, un petit peu, très calculateur, un petit peu dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, calculateur. Ouais. Tu ressens certes la dangerosité du type, mais j'arrive pas non plus à me connecter et à sentir pourquoi c'est un méchant, tu vois. Alors qu'un mec grande gueule, bon, déjà c'est assez explicite, mais je trouve qu'aussi il y a une partie un peu plus fun aussi du personnage qui peut être assez cool, mais qui aussi peut être extrêmement détestable. Et voilà, c'est pour ça. Moi, je préfère largement les grandes gueules. Donnez-nous des grandes gueules, c'est pas mal. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. J'étais pas trop sûr de cette question, mais j'ai l'impression que tu m'as convaincu. C'est vrai qu'en repensant aux méchants que j'aime bien, en fait, c'est vrai qu'ils sont cool, quoi. Ils font triper. Alors, pour la prochaine question, est-ce que tu préfères l'esthétique, là je parle de la photographie du film, des mouvements de caméra et tout. Est-ce que tu préfères l'esthétique vintage ou moderne plus dans la façon Vintage de à filmer 100%. J'adore le vintage. Vraiment. Ok. J'adore le grain, j'adore les impuretés dans l'esthétique, l'effet néon, donc le bleu, le rouge, le violet. Enfin,
Pour moi, c'est quelque chose qui... L'esthétique très 80s, 90s, même 70s, il n'y a rien qui peut battre plus ce qui est fait aujourd'hui. Même si aujourd'hui, bien sûr, bon, en fait, l'esthétique en fait, d'aujourd'hui, elle a pas, je trouve pas qu'elle a une personnalité incroyable, dans le sens où Ouais, total. c'est trop clean, en fait. Tout est trop clean. Il n'y a pas Ouais. de choses qui sortent de l'ordinaire. Tu vois, c'est très clean, tout est carré et tout. Alors que dans le vintage, tu sens que voilà, c'est un peu. Il y a pas mal de mélanges de couleurs, c'est beaucoup plus pétant. Et moi, j'aime beaucoup plus cet aspect-là du vintage. Parce que quand on voit des films aujourd'hui qui sont assez pétants, vibrants, généralement, c'est toujours dans un contexte où c'est dans le passé, malheureusement. Aujourd'hui, on est très dans du monochrome ou une palette de couleurs précises que tu déclines selon la sobriété. Je préfère quand même le fait que ça soit plus vibrant, plus pétant, que ça change un peu plus de couleurs. Le grain aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les impuretés que tu peux avoir aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le vintage. Ouais, je comprends carrément. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Il n'y a pas d'hésitation pour ceci. Même les films récents qui utilisent l'esthétique vintage, un peu comme on dit en même temps, hein, parce qu'il y a du vintage Ah là-dedans. oui, complètement. Bah, ça, c'est complètement du vintage pour le coup. Total. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est très beau. Moi, je suis particulièrement friand. Alors, pour l'avant-dernière question, ça va être très bref parce que on a déjà répondu à ça, parce que ça rejoint la question film lent ou rythmé. C'est est-ce que tu préfères les films bavards ou les films contemplatifs? Qui a plus ou moins répondu. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'est un peu ce qu'on rejoint, mais je préfère quand même bavard hein, dans l'ensemble. Ok. J'aime bien quand ça discute parce que tu peux avoir quand même de belles conversations. J'aime bien aussi les tours de phrases que peuvent avoir les personnages. Tu peux en apprendre. Tu peux en apprendre sans en apprendre dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils parlent, etc. Moi, j'aime bien ça dans ce qui est bavard. Ouais. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un film contemplatif, quand il est bien fait, ça détruit tout. Ça détruit tout. Ça détruit vraiment tous les films qui peuvent être faits. Mais bon, je préfère largement quand même les films bavards quand même. Hein. Je sais pas, mes genres préférés, c'est quand même des films qui sont très bavards. Moi, j'aime beaucoup les films d'enquête policière généralement. Donc tout ce qui est drame, thriller, néo-noir, enfin néo-noir, noir. J'aime beaucoup ce genre-là, le drame en général, et c'est quelque chose qui, bon, ils parlent beaucoup, quoi. C'est pas du tout qu'ils sont faits pour être contemplatifs, quoi. donc oui, je suis quand même beaucoup plus dans des films bavards. Ouais, carrément. Alors, je vais te spoiler, en fait, c'est un peu une question troll, hein, mais tu vas y répondre quand même, tu vas pas y passer. Mais non, en fait, t'es pas obligé d'y répondre en soi. Est-ce que tu préfères le compte Instagram, l'affreux compte Instagram de Love My Cinema, ou est-ce que tu préfères le compte Instagram, on parle des publications, du merveilleux Django Unchained? Oh, ah là 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 là. Salut Love, hein, si t'écoutes ce podcast. Hein. Alors Love, tu vas bien toi? Moi, je lui parle par intermittence. On connaît bien sûr, je connais ma réponse tout de suite. Ah, Love, il connaît ma réponse, mais je me délecte un petit peu, je prends mon temps avant de donner la réponse. Mais Love, il connaît ma réponse, il connaît. Je préfère largement les posts de Django Unchained. Ah, voilà. Ils sont quand même mieux. Mais Pourquoi? voilà, Je vais te donner une raison. Pourquoi? Parce qu'il a pris la meilleure police all-time possible pour ses postes. Il a pris la police des films Spider-Man de Sam Raimi. Voilà. Fallait y penser avant. Fallait y penser avant. Fallait y penser avant, les gars. Et oui. Hein, comment ne pas apprécier le fait que quelqu'un a mis comme police d'écriture celle de Spider-Man? Moi, je la reconnais tout de suite, cette police d'écriture. Elle est iconique. Ça me fait trop plaisir. Hein, Love, tu fais ça, toi? Non. Donc, c'est simple. Hein, c'est pas toi qui as les meilleurs posts. En plus, t'as besoin des reels du Club Savoyard pour être pertinent. Donc voilà, moi, je dis ça, je dis rien, quoi. C'est clair et net. Plus rien. Sans le Club Savoyard, de toute façon, Love, c'est plus rien. Il est fini. Oui, merci. Voilà, merci. T'as entendu? Django, il l'a dit. Il l'a dit. Hein. Il l'a dit. Hein, tout le monde le dit en interne. Là, la roue tourne. Hein, voilà. Laisse la place aux jeunes. Laisse la place à la nouvelle génération. Voilà. Laisse la place aux vrais. Le clap, il est bien meilleur que toi. Moi, je l'ai toujours dit. Love, je pense qu'il faudrait que tu prennes ta retraite. Voilà. Prends ta retraite. Il n'y a pas énormément de comptes Instagram actuellement qui est moins bon que Love, franchement. Ouais. Oui, largement. Mais on ne dira pas parce que on est quand même des gens sympas.
Mais Love, quand même, en bas. On vous invite à pas aller voir son compte. Ah non, si, il est vraiment allez voir incroyable. son compte uniquement pour les Reels de le Club Savoyard. Voilà, Ouais, parce que on peut mettre des commentaires négatifs. Il kiffe. Ouais, voilà, il aime beaucoup quand on le haït parce que, d'après ses dires, ça me donne plus de watch time et plus de visibilité. Donc voilà. Donc, Ouais, si vous voyez, voulez encore un étonner- truc d'escroc d'ailleurs. Voilà, c'est toujours un escroc de toute façon, Love. Je l'ai toujours dit, de toute façon, ce type est un escroc. Déjà, rien que le fait qu'il soit venu 2 fois dans mon podcast, la première fois parce que il m'a Ouais, de obligé à faire un podcast hors série sur un Insta Cinéphère, mais au final, c'était une bonne idée. Quand même, le mec, il s'impose un peu trop, je trouve. Hein, voilà, c'est pas ouf. Voilà. Donc voilà. Non, Django Uncaned, suivez-le, son compte Instagram. Il fait du super contenu, mais surtout, il met une super bonne police d'écriture. Voilà, c'est Merci, ça. mais tu sais que plus premier degré, je suis hyper content que tu dis ça parce que genre j'ai pas énormément de retours sur mes publics. Enfin, j'ai quelques commentaires, mais c'est vrai que bah y a pas tout qui est analysé et tout. Et du coup, je savais pas que les gens appréciaient. Enfin, si tu l'apprécies, je pense que d'autres personnes peuvent apprécier Je aussi. pense sincèrement Et, que pas mal de gens apprécient bah, ton c'est hyper contenu, content. mais bien sûr, en fait, le problème, c'est juste la visibilité d'Instagram qui est plutôt compliquée. Ouais, totalement. Mais Non, et bon, puis même les gens vont pas dire exprès, ouais, j'aime ta police et tout. Non, il n'y a pas de souci. Mais le seul retour que j'avais eu, c'était de ma tante qui est graphiste. Donc, tu vois, ça compte encore plus. Elle m'avait dit qu'elle était pas fan. Du coup, je me suis dit, tu sais, j'ai eu un moment de doute. mais Est-ce que après, je change et tout voilà, elle est graphiste, donc elle a quand même un petit peu de vécu Ouais, peut-être là-dedans aussi, tu vois. non, Moi, je me elle a considère, clairement, c'est. je pense que comme toi et comme moi, on se considère absolument pas comme des graphistes. Non, 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 Voilà. total. Moi, mes posts, je révèle un petit peu les secrets de mes posts, hein, mais mes posts sont faits tous sur Canva. Et de toute façon, c'est le même. Pareil. C'est le même template que j'utilise tout le temps. Même si c'est un template Ouais, c'est que vrai j'ai que toi, créé techniquement, je le fais sur Canva. Mais je préfère plus me démarquer par le contenu que je fais que par Ouais. l'esthétique pure. Alors bon, bien sûr, Instagram, on connaît hein, son attirance pour tout ce qui est l'esthétique. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas, ton contenu dans la forme que tu Merci fais. beaucoup. Moi, j'aime bien. Plus que les dessins là de Love. Là. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des crayonnés, des glibouillis. Je sais pas ce qu'il fait. Mais C'est sûr. voilà. Bon, je suis même pas sûr que ce soit ses vrais dessins. Bon, ça faudra lui demander Ah un non, jour. non, c'est pas. Non, je vais démystifier, c'est pas ces dessins. Voilà. Donc encore plus une fraude. Donc voilà. Voilà. Donc bon, en tout cas, Love, hein, bise quand même. Hein, je te fais la bise quand même. On Hein, te fait un gros bisou, on adore ton compte et allez voir, allez checker. C'est Voilà. le best. C'est celui qui réunit le plus, je pense, actuellement sur l'Insta Il Ciné. y a Et c'est un mec lui, qui prend enfin pas derrière. il y a lui, il y a comme une Soupir qui a énormément parce que c'est lui qui a quand même créé Ouais, de ouf. l'Insta Cinéphère. D'ailleurs, on va bientôt la voir dans le podcast. Enfin, ça fait des mois que je voulais Ouais. la voir. Je le dis comme ça, Trop bien. hop, en petit goût de goutte, mais on l'aura bientôt dans le podcast. Donc c'est le deuxième porte-parole, porte-étendard un peu de l'Insta Cinéphère. On avait déjà eu Ivre de Culture il y a quelques semaines de cela dans nos j'adore podcasts. ce- Et Qualitatif de ouf. Ouais. Mhm. Et ça fait toujours plaisir voilà, de voir que les gens sont extrêmement passionnés en fait, par ce qu'ils font et qui veulent aider l'entièreté de la communauté cinéma, notamment grâce à ce hashtag AstaCinéFR. Allez voir avec ce hashtag-là tous les contenus qu'on fait sur Instagram et je pense que vous allez être étonnés parce qu'il y a beaucoup déjà de contenu, mais aussi beaucoup de bons contenus, notamment le tien. Bon, je me jette un peu des fleurs, mais aussi un petit peu du mien, mais de plein d'autres gens que voilà, je vais pas trop en détailler, mais si vous voulez d'autres noms dans ceux de l'Insta Cinéphère qu'on adore et qu'on aime beaucoup, allez voir le hors-série. Pourquoi l'Insta Cinéphère est incroyable. Je veux plus d'écoute sur Moi, cette vidéo. mais je l'avais pas vu encore, donc je vais vraiment aller peut-être dans la semaine là. Je Eh vais, ben voilà. vais écouter ça. Tu vois, ça fait toujours du bien de rappeler parce que je trouve que c'est un épisode qui est excellent. C'est le hors-série sur pourquoi l'Insta Cinéphère est incroyable. Je vous conseille largement d'aller le voir avec le clap et donc Savoyard et Love My Cinema. C'était vraiment un grand plaisir de les avoir déjà et de donner aussi pas mal de comptes et c'était vraiment une bonne chose parce que je pense que ça a plutôt aidé pas mal de comptes.
Et j'essaye aussi un petit peu à travers le podcast en quelque sorte, déjà de parler un petit peu avec les gens de cette communauté-là, bien sûr, de l'Insta Cinéphère, parce que je pense que beaucoup de gens sont, pas beaucoup, mais je pense que quasiment l'entièreté de l'Insta Cinéphère sont tous incroyables et géniaux. Je les aime beaucoup pour ça. Et je les trouve aussi fascinants dans leur contenu, etc. Donc c'est pour ça aussi, de connaître aussi leurs films préférés. Donc vous inquiétez pas, je pense que la grande majorité de l'Insta Cinéphère va passer par ce podcast, donc j'ai pas mal d'épisodes de prévus pour ça. C'est une bonne chose. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et voilà, n'oubliez jamais, hashtag InstaCinéFR sur Instagram. Et je pense que vous allez apprécier ce qu'on fait. Enfin, j'espère en tout cas que vous apprécierez ce qu'on fait, parce qu'on y met du cœur et on y met de la passion, et ça se sent, et on est très bienveillant dans cette communauté, je trouve. Il n'y a pas de... Totalement. Il y a un truc vraiment très très chouette entre tout le monde. On est tous super amis, on se partage et c'est ultra simple. C'est pas toxique du tout. Genre, c'est vraiment sain, quoi. Non, ouais, voilà, c'est exactement ça. Le mot est dit parfaitement, c'est sain. C'est vraiment cool, on peut parler avec des gens. Voilà, il y a plein de gens avec qui je ne parlais pas trop sur Insta, mais que je proposais des fois de participer à mon podcast, et qu'après je parlais un petit peu sur Discord, et ça se passe ultra bien en fait, parce que on parle de la même passion, et en fait tout le monde est gentil, tout le monde s'entraide et tout, et c'est vraiment quelque chose de super, et c'est pour ça que j'aimerais déjà rencontrer pas mal de ces gens-là, et bien sûr avec toi, comme on a fait aujourd'hui, de partager vos films préférés, simplement. C'est ça aussi le but de à travers le projecteur. Et aussi son but principal, c'est aussi de comprendre pourquoi tel ou tel film est aussi son film préféré, et voir les différences d'opinion que peuvent avoir des gens sur comment un film peut être bon pour quelqu'un et exceptionnel pour quelqu'un d'autre. C'est aussi quelque chose qui me plaît et qui me fait plaisir en tout cas de partager avec vous. Et c'est un peu aussi quelque chose, d'une question que je me posais extrêmement souvent: comment ça se fait que un film préféré soit un film préféré pour un, qui peut être aussi un mauvais film, ou juste un film quelconque pour un autre. Et je trouve que je commence à avoir la réponse, mais je pense que au fur et à mesure que je vais inviter de plus en plus l'Insta Cinéphère, ça va être quelque chose de marrant, et d'avoir un petit peu ce début de réponse peut-être dans ma tête. Donc voilà, vous avez un petit peu aussi le pourquoi du comment de ce podcast est un petit peu arrivé. Donc voilà, je prends un peu ce temps-là. T'avais déjà eu le temps d'en parler un peu, ou c'est la première fois? C'est la première fois que je me livre un tout petit peu sur le... C'est chouette, hein, depuis tout à l'heure, tu parles et tu te confies, donc oui, on va remercier Django quand même, parce que déjà, il m'a fait un bon jeu de Tu préfères. T'as kiffé ou pas? Hein? T'as kiffé? J'ai kiffé, largement. Hein, prenez-en de la graine, les prochains invités. Si vous voulez faire des petits jeux surprises, vous voulez plus me connaître, vous voulez me piéger peut-être des fois, n'hésitez pas, j'aime les jeux. Donc voilà, mais en tout cas ça fait un plaisir, j'ai beaucoup aimé ces Tu préfères, notamment le dernier. On n'en dit pas plus, mais voilà, en tout cas ce fut un excellent plaisir de t'avoir, Django, dans cette émission. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, et vraiment, ce fut un grand plaisir. Allez le voir sur Instagram, il fait du contenu génial, on le répétera pas assez. Django Uncanned. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram, bien sûr, Ciné2Ga. Vous pouvez me retrouver, ma belle voix, bien sûr, pour 2-3 petites critiques. En ce moment, j'ai sorti ma critique sur The Substance, bien sûr, un des meilleurs films de l'année 2024. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et aussi sur Flow, voilà, aussi un autre film contemplatif, très silencieux, voilà. Très mignon quand même. Très mignon, bien sûr, dont j'ai fait aussi part de ma critique. Mais voilà, en tout cas, merci. Ce fut un super épisode, en tout cas, de pouvoir parler de Mandy. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr retrouver le podcast, bien sûr, dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et même YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.